pretty neat. Does it mean no worries for the rest of our days? Blanche de Londres. Et surtout, c'est un film qui a eu un parcours assez extraordinaire et complètement hors norme. Et c'est ce parcours que j'ai envie de vous raconter ce soir. Donc on va voir aujourd'hui des origines du Rocky Horror Picture Show, mais surtout tout le phénomène qui l'entoure, et puis son héritage pendant 40 ans jusqu'à aujourd'hui. La particularité de ce film, c'est que quand on dit qu'il a 40 ans, c'est surtout qu'il n'a jamais quitté l'affiche d'un cinéma depuis 40 ans. Pendant 40 ans, il a toujours été projeté au moins dans un cinéma, et à Paris, donc depuis depuis 1978, il n'a pas quitté l'affiche une seule semaine, et il est toujours joué dans le même cinéma, le Studio Galant. Donc quand on entend parler de Rocky Horror Picture Show, il y a toujours un petit peu les mêmes mots qui reviennent. On parle d'un film déjanté, décalé, subversif, donc c'est une comédie musicale. Il est aussi connu parce que son thème principal, c'est le travestissement. Comme je l'ai dit, 40 ans à l'affiche au Studio Galant. Et aussi, pour une particularité, parfois vous avez entendu parler de l'eau et du riz. Alors, on va voir pourquoi. Et surtout, le terme qui revient toujours, c'est film culte. Donc film culte, souvent c'est un terme qui est un peu galvaudé, qu'on utilise pour un peu beaucoup de films. Je pense que s'il y a un film qui mérite ce terme, c'est vraiment le Rocky. Parce que si le film existe toujours aujourd'hui et toujours aussi populaire, c'est surtout grâce à ce qui est représenté sur cette photo qui a été prise d'une séance particulière du film. Voilà, c'est l'ambiance dans la salle. C'est pas du tout l'ambiance d'un cinéma classique et d'une séance classique. Voilà. C'est les fans du film qui ont permis finalement de sortir ce film d'un échec qui était quasiment programmé et qui nous ont permis de le faire vivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui connaît le Rocky Horror Picture Show? Ah, tout le monde. Tout le monde l'a vu alors? Alors, ok. Donc très vite, pour ceux qui n'ont pas vu, juste avec 2-3 photos, vous racontez le speech. Donc ça se passe, tout commence à un mariage. Donc le mariage de Ralph et Betty, où Brad et Janet, le héros et l'héroïne, donc se déclarent leur amour et se fiancent. Se fiancent. Se fiancent. Oui, alors, excusez-moi. Là, c'est la ressortie du film, on a joué 4 fois cette semaine. Et c'est un peu dur en ce moment, voilà. Donc, ils partent en voiture annoncer donc cet événement à leur ami le Dr Scott, sur les bancs de son cours lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils ont un accident de voiture, ils se retrouvent dans l'orage et vont trouver refuge dans un château qui se trouve à proximité. Donc ils sont accueillis au château par un majordome un peu étrange. Et on se rend compte que ce château est peuplé de gens un peu bizarres. Et dont le chef, Frankenfurter, donc un travesti de la planète Transylvania, donc, qui va... Donc ces deux jeunes gens, bien sous toute couture, il va tout d'abord, Frank, créer une créature, donc Rocky. Et surtout, il va un peu changer la vie de Brad et Janet en les initiant à des plaisirs un petit peu nouveaux pour eux. Voilà. Donc voilà, résumé en quelques minutes le speech du film. Donc les origines de ce film, au succès assez incroyable, tout d'abord c'était une comédie musicale. Et pour le coup, une très petite production qui était jouée au départ dans une salle minuscule de 100 personnes. Cette comédie musicale, elle a eu un grand succès et ça a été surtout, elle a trouvé des sources d'inspiration qui reflétaient bien son époque. Et on le retrouve finalement dans les 30 ans précédant le film. Donc son inspiration, c'est vraiment une sorte de témoignage des années 50, 60 et 70 qui ont bercé finalement la vie de son auteur.
Donc c'est l'occasion aussi de retracer un peu, de parler un peu des comédies musicales de cette époque et qui ont finalement inspiré de manière plus ou moins directe le Rocky Horror Picture Show. Donc la première époque, c'est les années 60, donc une période très importante dans l'histoire des comédies musicales qui a été surtout marquée par la révolution hippie, la révolution sexuelle, donc une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre. Donc, qui a été vraiment marqué, je pense, par deux comédies musicales phares. Tout d'abord, Air, donc finalement le film le plus symbolique de la période hippie, que je pense que tout le monde a vu, et surtout qui a complètement révolutionné la mise en scène, avec des scènes où justement on se retrouvait nu sur scène, donc quelque chose de complètement novateur à l'époque. Donc des chansons qui parlent de sexualité, qui parlent de la sodomie, donc qui met sur le devant de la scène des choses qui étaient totalement taboues avant. Et puis, donc l'autre comédie musicale qui a très marqué cette époque, c'est Jésus-Christ Superstar, donc qui est une version rock'n'roll de la vie de Jésus, qui a été adaptée au cinéma d'ailleurs, une très bonne adaptation. Et donc l'un des acteurs de cette comédie musicale, Richard O'Brien, donc, a été mis à la porte de la comédie et il s'est retrouvé sans rien. Et c'est là en fait qu'il a pris la décision d'écrire sa propre comédie musicale qui s'appelle le Rocky Horror Show. Donc finalement, s'il s'est lancé dans ce travail-là, c'est suite à un échec, parce qu'il n'avait pas pu obtenir le rôle en fait qu'il espérait dans Jésus-Christ Superstar. Cette période qui a vraiment marqué l'histoire, en fait c'était vraiment les années 60 et le mouvement hippie a commencé à s'effriter. Surtout vers le début des années 70, la plupart des leaders en fait, du mouvement, Jimi Hendrix, Janis Joplin, sont décédés, tous les deux d'overdose. Et aussi ça a été le départ de beaucoup de hippies vers Katmandou et justement la découverte des drogues qui sont très caractéristiques de cette période hippie, mais aussi qui ont un peu marqué leur fin, puisque il y a eu beaucoup de morts parmi les gens qui étaient représentatifs de ce mouvement. Il y a aussi la fin de la guerre du Vietnam qui a commencé à arriver à démobiliser le mouvement hippie qui était très lié à l'opposition à cette guerre. Et puis la troisième chose qui a limité la fin du mouvement hippie aussi, c'est son image qui a été ternie, notamment par la famille Manson aux États-Unis. Donc on s'est rendu compte que toute cette liberté sexuelle, il y avait aussi des aspects négatifs sur l'image. Ce qui a succédé au mouvement hippie, notamment dans le monde de la musique, à Londres, c'était le glam rock. Donc le glam rock avec sa figure de proue qui était David Bowie. Donc là on est revenu vers une musique beaucoup plus vers les origines du rock. Donc on retrouve vraiment la musique rock, une volonté de retourner vers la musique rock des années 50 à cette époque-là. Et puis c'est tout un nouvel univers avec beaucoup plus de paillettes. Et le Rocky Horror Picture Show est vraiment très très lié à cet univers-là. Et il est également très lié à un univers qui est finalement dans la filiation du glam rock qui lui a succédé, c'est le punk. Alors Perry Baden, qui est un des acteurs, un des figurants du film et qui a joué dans la comédie musicale, m'avait raconté que pour lui, le Rocky Horror Picture Show est le premier film punk de l'histoire. Donc là, justement très symbolique de cette époque, c'était Vivienne Westwood, qui était Malcolm McLaren, donc le producteur des Sex Pistols et la personne qui les habillait, qui a inventé l'imagerie punk et les vêtements, en fait, avaient leur boutique très célèbre juste en face du théâtre où le Rocky Horror Show a commencé. Donc le Rocky Horror Show a repris ces éléments, à la fois le côté de la liberté sexuelle qui avait été obtenu par la période hippie, et puis le côté glam rock paillette.
plus le côté désespéré du punk. Enfin, il y a une troisième source d'inspiration, qui est vraiment très très forte, c'est les années 50 et surtout la science-fiction. Donc, quand je dis les années 50, il y a certains films des années 30, mais ce sont tous les films qui ont bercé l'enfance de Richard O'Brien, qui a écrit la pièce. Donc on retrouve King Kong, on retrouve Frankenstein. Frankenstein qui est très important puisque finalement l'histoire du Rocky, c'est l'histoire de Frankenstein transposée dans un monde délirant avec des travestis. Mais c'est le savant fou qui se crée une créature, et cette créature va finalement se retourner contre lui. Et tout le film, en fait, est ponctué de références à tous ces films qui ont bercé l'enfance de Richard O'Brien. Donc la pièce a été, elle est attribuée à Richard O'Brien, mais en fait ça a été plus une création collective. Hein. Il y a eu une très forte implication de Jim Sherman, qui était justement le metteur en scène de l'adaptation australienne de Jésus-Christ Superstar, qui s'est senti un peu redevable, qui a aidé O'Brien à monter cette pièce. Et donc la pièce est écrite en même temps que les répétitions. En fait, quand ils ont eu le go pour le contrat, en fait, il y avait juste quelques chansons, une brève d'histoire. L'histoire n'était pas encore écrite, ce qui explique aussi les rebondissements un peu étranges de l'histoire, certaines incohérences. Ça a été vraiment écrit au fur et à mesure. Et toutes les personnes en fait, qui ont été impliquées dans la pièce ont tous apporté leur petite touche. Il y a eu beaucoup d'idées de mise en scène, par exemple, qui sont venues du décorateur. Comme le fait d'avoir une ouvreuse de cinéma qui chante la première chanson. C'était pas du tout ce qui était prévu dans l'idée au départ, c'est le chef décorateur qui a cette idée-là. Donc voilà vraiment une œuvre collective. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'était vraiment toute petite production. Le programme était dessiné à la main. Et c'était, donc là j'ai pu récupérer une photo du théâtre où ça a été joué, vous voyez c'est vraiment une salle minuscule. Donc la pièce était programmée pour 5 semaines, elle est restée 9 semaines, et surtout avec un succès extraordinaire. Et des gens, vraiment tout Londres est venu voir cette pièce. On peut compter parmi les premiers spectateurs, il y a eu Bowie, il y a eu Rudolf Nureyev. Donc vraiment des gens très très importants qui sont venus voir cette pièce qui était complètement décalée et complètement nouvelle. Un des succès, c'est qu'il y a eu dans cette pièce vraiment des nouveautés de mise en scène un peu inédites. Par exemple, Franck, lorsqu'il arrive sur scène, il arrivait du fond de la salle. Ce qui, aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de comédies musicales, on le voyait par exemple dans la production de Cabaret, où les acteurs viennent dans la salle par moment. C'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout à l'époque, et ça a été beaucoup d'effets de mise en scène comme ça, très très nouveaux. Alors, immense succès, la pièce est passée de salle de plus en plus grande, c'est resté presque 10 ans sans discontinuité au Royaume-Uni, et surtout ça s'est exporté partout dans le monde, dans plus de 15 productions dans des pays différents. Notamment, j'ai fait quelques recherches, et on a trouvé, il y a eu une production française qui est sortie avant la sortie du film en France, hein, seulement 1 an après, donc qui a été adaptée par Alain Boublil qui avait écrit la version française des Misérables, donc très très grand succès de la comédie musicale, et donc qui était mis en scène au théâtre de la Porte Saint-Martin. Pour la petite anecdote, il y a Tiki Olgado qui avait joué dedans. Voilà, et donc des productions qui sont allées jusqu'au Japon. Donc devant le succès, en fait, Lou Adler, un producteur de musique américain, était venu voir la pièce, a été charmé et a acquis les droits pour les États-Unis, où il a décidé de produire une adaptation au cinéma. L'opéra rock était vraiment... Phantom of Paradise venait de sortir avec un très grand succès, à la fois critique et dans les salles. Il y a aussi l'adaptation de Tommy, d'après l'album des Who. Donc il y avait à Hollywood en fait un attrait pour l'opéra rock et pour les adaptations. Donc au départ, dans l'idée de Butler, il y avait un très gros projet. On avait même parlé de Mick Jagger pour jouer le premier rôle.
donc quelque chose de très important. Finalement, ça s'est pas fait, c'est transformé en très petite production, donc qui a été tournée en Angleterre avec une partie de l'équipe originale, comme Tim Curry par exemple, et des gens qui ont été débarqués dans la pièce comme Suzanne Sarandon. Donc une espèce de mélange en fait entre des acteurs qu'il avait joué 500 fois, qui connaissaient la pièce par cœur, et des gens qui étaient complètement débarqués sur le tournage. Un film qui s'est tourné très vite, 5 semaines seulement de tournage, dans des conditions assez difficiles, donc au studio Bray, qui sont tout près de Londres, qui ont été très connus, c'était les studios de la Hammer, donc, où tous les films, beaucoup de films d'horreur étaient tournés, comme Dracula par exemple, a été tourné dans ces studios. Donc finalement, encore ça se rapproche de la petite histoire, parce que le film fait référence à ces mêmes films qui ont été tournés là, et ce même univers. Voilà. Pour lancer le film, en même temps que le film, il y a eu donc le spectacle a été amené aux États-Unis. Donc avec la première production a été à Los Angeles, au Roxy, qui était une ancienne boîte de nuit que Lou Adler avait transformée en théâtre, avec un succès vraiment très très fort dans cette salle, qui retrouvait un peu la configuration d'origine, donc avec une allée centrale où les acteurs pouvaient venir au milieu du public, et donc on retrouvait, même dans une salle beaucoup plus grande, le côté très original de la mise en scène de départ. Donc très très grand succès sur la côte ouest américaine. Ensuite, le film arrive à Broadway, et là ça a été un échec total. Donc, dans un théâtre qui était le Belasco, qui n'était pas du tout adapté, une très mauvaise sonorisation, et il a fait, de mémoire, je crois qu'une trentaine de dates, ce qui était vraiment un échec cuisant. Et ce qui explique aussi que pendant des années et des années, le Rocky Horror Show, donc la pièce, n'a plus jamais été jouée à Broadway. Et le film, en fait, a connu le même sort. Donc quand il est sorti, à la première, même les acteurs eux-mêmes n'étaient pas emballés. Ils ont trouvé qu'on ne retrouvait pas dans le film toute cette énergie, toute cette force, ce côté imaginatif qu'on avait dans la pièce d'origine. Et finalement, ça s'est retrouvé au box-office quand il est sorti, puisque donc, quand il est sorti sur quelques séances test, en fait, il n'y avait pas vraiment... Il n'est pas sorti en sortie nationale, il est sorti dans une dizaine de salles aux États-Unis. Il y a eu de nouveau un très bon accueil à Los Angeles et une catastrophe dans les autres cinémas. Donc la Fox, en fait, a renoncé à une sortie nationale, et le film s'est retrouvé sur une étagère. Et donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Par contre, c'était pour l'auteur Richard O'Brien, c'était quand même une belle aventure, à partir d'une pièce très petite production qu'il a un peu écrit par dépit parce qu'il s'était retrouvé sans rien. Ça arrivait quand même à un nombre de représentations extraordinaires, une comédie musicale exportée partout dans le monde. C'était un succès vraiment très important pour lui. Et puis bon, il s'est dit voilà, cette aventure est finie, ça s'arrête. Et un jour, il a reçu un coup de fil où on lui a dit Richard, est-ce que tu sais ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Il fait non. Tu sais qu'il se passe des trucs avec le Rocky. Et ce qui se passe, c'est que le film a eu de nouveau un très grand succès. En fait, il y a un cadre de la Fox, donc presque un an plus tard, un an après la sortie, qui a décidé de replacer le film dans un autre circuit de distribution qui s'appelait les Midnight Movies. Donc l'idée des Midnight Movies, c'était les films qui ne rentrent pas, encore une fois, dans les cases, qui n'ont pas le potentiel d'un film familial à grand succès. Donc ressortaient dans certaines salles qui étaient spécialisées dans des séances, donc le week-end à minuit. Et il y a eu beaucoup de films comme ça qui ont connu un succès, donc comme La Nuit des Morts Vivants, Eraserhead de David Lynch, Pink Flamingo de John Waters, qui sont sortis comme ça dans les séances très tard et qui ont trouvé un public dans ces séances, qui sont restés à l'affiche des mois, parfois des années. Et donc le Waverly Theatre, qui programmait depuis des mois et des mois La Nuit des Morts Vivants de George Romero,
la Fox a réussi à les convaincre de passer le Rocky Horror Picture Show. Donc le film est ressorti dans cette salle, dans une autre salle au Texas. Et là, il y a des gens qui venaient, donc à peu près une trentaine de personnes qui allaient voir le film. Et puis le samedi suivant, c'était les 30 mêmes. Et encore, ils revenaient. Et vu qu'ils étaient les seuls dans la salle, ils ont commencé à prendre leurs aises. Vu que c'était une comédie musicale, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à danser parfois, refaire les chorégraphies. Et surtout, 3 mois après la ressortie, un jour, il y a quelqu'un qui a lancé, en voyant Janet sous l'orage avec son journal sur la tête. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il s'est mis à crier « Buy an umbrella, cheap little bitch », ce qui veut dire « Achète-toi un parapluie ». Achète-toi un parapluie. Et là, ça a tout déclenché. Du coup, la semaine suivante, d'autres personnes ont trouvé d'autres interventions comme ça et ont crié des choses à l'écran. Donc aujourd'hui, il y a tout un script de blagues, donc plus de 200 interventions comme ça qui passent dans le film. Alors par exemple, pendant la scène du mariage, on lance, Janet reçoit le bouquet, et là, il y a quelqu'un qui crie « Janet, est-ce que tu as la syphilis ?» Elle répond « I got it !» Ou à peine plus loin, il y a quelqu'un dans le public qui crie « Est-ce que Ralph t'a déjà vu tout nu ?» Et Brad répond « Yes, Ralph is a lucky guy. » Il a bien la chance. Et ainsi de suite, en fait, semaine après semaine, chacun rajoute dans le public spontanément de nouvelles blagues. Alors, ils n'avaient pas en plus, ils n'avaient pas le film pour les préparer, à chaque fois c'était de mémoire. Et donc, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment tout un script, plus de 100 interventions comme ça. Il y a des blagues visuelles à l'écran, donc quelque chose de très très créatif. Voilà, il y a un certain, ça c'est très très connu, hein, c'est que Brad et Janet se présentent plusieurs fois dans le film. Et donc chaque fois que Brad se présente, on lui répond par son surnom qui est voilà. Et quand il présente Janet, on lui répond ben voilà, vous connaissez. J'ai rien à vous raconter en fait. Et voilà, donc ça c'est des traditions qui ont continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a surtout les accessoires. Alors les accessoires, ça... Donc ça a commencé en fait... on retrouve l'image de Janet qui s'abrite sous son journal. Et donc un jour, il y en a un qui est venu avec un journal sur la tête à ce moment-là. Et tout le monde s'est foutu de lui dans la salle. Donc il commençait à avoir à ce moment-là, la salle était remplie. Hein, Et puis la semaine suivante, ils étaient 10. Et la semaine suivante, il y avait toute la salle qui avait un journal sur la tête à ce moment-là. À un autre moment, pendant le mariage, spontanément, il y a 2 animateurs qui ont pris une feuille de papier qu'ils avaient, ils l'ont découpé en petits morceaux, et ils les ont jetés comme des confettis. La semaine suivante, il y en a qui sont venus avec 2 sacs de riz, qu'ils ont balancés depuis le balcon. Et ensuite, c'était l'hécatombe les 5 semaines suivantes, tout le monde est venu avec du riz, on l'a jeté pendant les 2 mariages. Donc, tout un tas d'accessoires sont rajoutés comme ça au fur et à mesure à des moments clés du film. Donc ça, c'est un passage, une photo qui a été prise au studio Galland. Pendant l'orage, tout le monde vient avec sa bouteille et se balance de l'eau pendant la séance de cinéma. Il y a eu un autre passage aussi, c'était... Ah. 1, 2... Bon. Je vais finir à la... Ouais, ça va. Donc il y a eu un autre moment comme ça aussi dans l'animation qui a été... pendant la chanson Where's the Light, tout le monde venait avec des chandelles. Donc voilà, pour mettre une lumière dans la nuit. Et en fait, en même temps, les gens avaient donc le journal sur la tête, une chandelle dans l'autre. Voilà, c'était un peu dangereux. Et donc le cinéma a voulu l'interdire, a demandé à un des animateurs qui s'appelle Sal Piro de venir faire une annonce pour dire si vous continuez comme ça, on va devoir arrêter. La sécurité du ciné ne veut plus. Et donc il est venu, il a expliqué aux gens qu'on ne pouvait plus le faire. Et puis, vu que c'était quand même pas quelque chose de très sympa à raconter, et que ça plombait un peu l'ambiance au début, il a commencé à faire le clown, à raconter des bêtises au début de la séance. Et il a commencé à initier ce qu'on appelle le pré-show. Ah, ça une autre image aussi, il y a du papier toilette qui se lance à un moment dans le film.
Voilà, donc Sal Piro, qui ensuite vraiment a marqué le Rocky Horror Picture Show. C'est lui qui a initié beaucoup de choses, et notamment le fait de, avant le film, de créer déjà un spectacle. Donc en faisant des annonces, en fêtant les anniversaires, des gens qui sont venus 10 fois, 50 fois, 100 fois, en créant des jeux, etc. Et surtout la dernière chose qui a vraiment marqué le Rocky, c'est les costumes et ce qu'on appelle le shadow casting. Donc la première fois où les gens sont venus costumés, c'était pour Halloween, donc de la même année, au mois d'octobre. Le film était sorti en avril. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus déguisés par tradition pour Halloween. Et en fait, ça a perduré. Il y a une fille qui s'appelle Dory Hartley qui, à peu près un mois plus tard, s'est dit « Ah oui, mais moi, ça me plaisait d'être venue costumée, donc elle est revenue. » Donc elle s'est fait son propre costume, donc, à l'image de celui à l'écran, et puis elle a commencé à rejouer la scène dans la salle. Donc la première scène, c'était l'arrivée de Franck, qui arrivait du fond de la salle et qui jetait sa cape, se retrouvait en porte-jartel devant tout le monde. Donc elle a commencé à rejouer cette scène devant les gens du public dans la salle. Et ensuite, les animateurs ont rajouté scène après scène, comme ça. Et c'est le grand principe de l'animation, voilà, c'est qu'on rejoue tout ce qui se passe à l'écran, on le rejoue dans la salle. Donc ça, c'est quelque chose qui continue. Voilà quelques photos du studio Galand. Donc effectivement, on retrouve à chaque fois, donc, dans les mêmes costumes, des animateurs qui rejouent toutes les scènes qui se passent à l'écran. Et souvent, on les parodie. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer un petit extrait du film. Comme ça, vous verrez un petit exemple.